Bonjour à toutes et tous. Nous allons débuter notre webinaire sur les conduites à tenir en cas de suspicion de Covid et les impacts sur les gestes de premier secours. Je tiens à vous préciser pour commencer que nous ne sommes pas dans le cadre d'une formation ou d'une actualisation des compétences, mais nous avons tenu à organiser ce webinaire pour vous sensibiliser sur les pratiques qui peuvent évoluer dans la période face au Covid. Les services de santé au travail sont à votre disposition et à vos côtés, particulièrement mobilisés dans cette période auprès des entreprises et des salariés. Le suivi de la santé des salariés est assuré dans des conditions qui peuvent être certes modifiées par l'ordonnance gouvernementale du 2 avril, donc avec un report possible de certaines visites médicales en fonction de la nature de la problématique. Mais les services de santé au travail s'emploient aussi à assurer ce suivi, y compris grâce à des téléconsultations. Les médecins du travail, infirmiers en santé au travail intervenant en prévention des risques professionnels, mais aussi psychologues du travail et assistants sociaux de votre service sont présents pour vous accompagner et vous conseiller, y compris au travers de permanences téléphoniques. Nous répondons à vos questions et vous mettons à disposition des guides et des fiches pratiques pouvant vous aider. Enfin, nous vous accompagnons pour la mise en place de mesures de prévention qui soient adaptées à votre activité. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons souhaité organiser ce webinaire pour vous informer et pour vous aider à organiser au mieux votre activité dans cette période et prendre en compte les risques spécifiques liés à la crise sanitaire. C'est pourquoi 9 services de santé au travail de la région Île-de-France ont décidé d'organiser collectivement cette conférence pour vous permettre de ne pas rester isolés face aux questions que vous vous posez. Nos intervenants aujourd'hui sont Gésiane Debuc, formatrice en secourisme au SIAMT, Stéphanie Clausel, formatrice en secourisme au SIAMT aussi, et Tariq Guerniou, technicien hygiène et sécurité et formateur en secourisme au sein du service de santé du Val d'Oise, le CISTE-VO. J'en profite pour me présenter. Céline Roux, je vous accompagnerai tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble. Vous avez la possibilité de nous poser des questions en ligne afin de faciliter la fluidité de nos réponses en particulier. Donc, je vous propose d'ouvrir le petit onglet questions et réponses. Une fenêtre vous permettant de taper votre question apparaît. Vous tapez votre question, vous cliquez sur envoyer, nous la recevons, nous répondons en ligne à cette question. Nous reviendrons aussi au travers de l'animation de ce webinaire sur vos questions et y répondrons en direct. Mais vous avez la possibilité, voilà, de les écrire. Si vous voyez qu'une question a déjà été posée et qu'elle vous intéresse, en tout cas que la réponse vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le petit pouce. Cela nous fera connaître votre intérêt pour la question. Je vous remercie beaucoup de respecter ces quelques règles. Cela nous facilitera les possibilités de réponse et la fluidité dans les réponses. Merci beaucoup. Nous allons débuter maintenant ce webinaire qui abordera les procédures en cas de suspicion de contact avec des personnes atteintes du Covid, les évolutions sur les gestes de premier secours et l'organisation des formations sauveteurs secouristes du travail dans le cadre du Covid-19. Je vais maintenant laisser la parole à Josiane qui va aborder la question des procédures. Josiane, avec le micro. Bonjour à tous. Pour rappel, nous allons revoir donc les principaux symptômes du Covid-19, donc qui sont la fièvre, maux de tête, fatigue, toux, mal de gorge, nez qui coule, courbature, douleurs musculaires, gêne respiratoire. Donc ça, c'est les principaux symptômes. Et puis vous avez également d'autres symptômes qui peuvent apparaître comme la perte de l'odorat et du goût et la diarrhée.
Ensuite, donc, nous allons voir donc les différentes étapes de prise en charge. Donc, ça sera dans un premier temps donc isoler la personne en la guidant si possible dans l'entreprise vers un local dédié s'il y en a un. Sinon, il faudra qu'elle soit suffisamment éloignée des autres personnes, et en appliquant évidemment immédiatement les gestes barrières qui seront donc de mettre un masque et la distance entre la personne concernée puis les autres. Ensuite, pour ce faire, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir donc qu'on mobilise donc un sauveteur secouriste de travail, si l'entreprise elle en a un, ou un référent Covid, si l'entreprise elle en a nommé un, ou bien un professionnel de santé, si l'entreprise elle en possède un. Et en l'absence de signes de détresse, donc, il faudra donc contacter ou le médecin traitant ou un autre médecin, tout autre médecin, qui organisera, lui, le retour au domicile de la personne. Évidemment, s'il venait à y avoir un signe de détresse respiratoire, il faudra donc appeler le 15, le SAMU. Ensuite, une fois qu'on aura pris donc en charge la personne, il faudra prévenir, informer donc le supérieur hiérarchique de l'entreprise et évidemment prévenir le service de santé au travail qui, lui, il est impliqué lors de l'urgence et de la gestion pour le Covid-19. Et si le cas de Covid-19 est bien évidemment confirmé, il faudra identifier donc tous les contacts et mettre en quatorzaine tous ces contacts-là. Donc, ça, c'était donc pour la procédure en cas de suspicion. Maintenant, on va voir la procédure en cas de contact avec un malade du Covid-19. Donc, les gestes qu'il va falloir donc suivre, c'est isoler la personne pour limiter la propagation, pour éviter qu'elle contamine les proches et les autres personnes, pour limiter donc la propagation de l'épidémie. Et il va falloir faire donc un test, le test. Si le test qui revient positif, donc l'assurance maladie, elle va vous contacter et elle va identifier les personnes avec qui vous avez été en contact. Et au niveau de la surveillance, ce qu'il faudra faire, donc, c'est prendre sa température 2 fois par jour. Et s'il venait à avoir une gêne respiratoire qui venait à se produire, à ce moment-là, donc, il faudra appeler le SAMU le 15. Maintenant, si le test revient négatif, il faudra quand même prendre sa température 2 fois par jour et surveiller d'éventuelles apparitions de symptômes comme on a vu plus haut, avec fièvre, maux de tête, mal de gorge, etc. S'il y a une apparition de signes, donc il faudra donc de nouveau appeler son médecin traitant qui pourra prescrire un nouveau test. Parce qu'il faut savoir que si le test il arrive négatif, quelques temps après, si on a les symptômes qui apparaissent et tout, on peut être testé positif à ce moment-là. Parce qu'il y a des jours il y a des jours de distance entre le moment où le test est négatif et le moment où le test peut être positif en fonction des symptômes quand ils apparaissent. Donc voilà, maintenant si vous avez des petites questions, peut-être donc s'adresser à Stéphanie qui, elle, pourra vous répondre. Bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a eu quelques petites questions. J'ai oublié juste de vous préciser que pour un petit rappel, vous protéger, c'est protéger les autres. Bien évidemment, mettez le masque. Si vous mettez le masque, n'oubliez pas de vous couvrir, de couvrir la bouche et bien évidemment le nez. Si vous êtes malade, n'allez surtout pas au travail. Évitez le contact proche avec d'autres personnes. Il faut bien se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou sinon avec un gel hydroalcoolique. Et si vous toussez et éternuez, ça sera plutôt dans le pli du coude. Si vous pouvez également utiliser un mouchoir en papier à usage unique, à ce moment-là, il faudra le jeter directement à la poubelle. On évite bien évidemment de serrer les mains, de faire des embrassades. Et il y a une chose qui est importante également, c'est surtout d'éviter de toucher votre visage avec vos mains. Ça évitera la propagation si vous venez à être contaminé. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Stéphanie si vous avez des questions à nous poser concernant ce que je vous ai présenté. Me revoilà, il y a eu quelques petites questions. Sur la prise en charge, s'il y a une évacuation vers le centre hospitalier, comme en temps normal, Covid ou pas, donc malade du Covid ou simplement quelqu'un qui fait un malaise, une fois que vous avez appelé
un médecin, ben, voilà, c'est pris en charge ou pas, soit c'est le SAMU ou les pompiers qui viennent transporter la personne malade, soit on lui demande de rentrer à son domicile avec ses propres moyens. Donc, pas de changement spécifique parce que c'est le Covid. On nous demande s'il y aura un support. Oui, hein, il y a un support qui est mis en ligne juste à la fin de ce webinaire. Pourquoi pas de PLS? Ça, c'est juste après avec Tariq, tout ce qui est vraiment geste de secours. Si l'entreprise peut imposer un test à tous, non. Elle n'a pas le droit de nous imposer un test. Et si le salarié a des symptômes, est-ce qu'on peut le mettre, le déclarer en accident de travail? Non. Il était question de la maladie professionnelle pour les personnes qui travaillent dans les EHPAD et tous les professionnels de santé. Et certains syndicats ont demandé à ce que ce soit le cas aussi pour d'autres. Il n'y a encore rien là-dessus. C'est pas il n'y a pas le Covid est déclaré dans les tableaux de maladies professionnelles. Et donc encore moins accident de travail. Donc pour l'instant, non. Après, il y a une petite question sur l'isolement. Est-ce qu'il faut garder ses distances? Oui, comme l'a dit Josiane, oui. Vous l'isolez, vous mettez vos masques, les gants et vous restez à distance le temps que cette victime soit prise en charge. Et c'est tout. Si je dis pas de bêtises, j'ai répondu à tous. Sinon, n'hésitez pas à me renvoyer. Je peux vous répondre par écrit. Ou à la fin, même si on va parler des gestes de premier secours, on peut revenir quand même sur le Covid-19. Donc, n'hésitez pas. Pour moi, c'est fini pour l'instant. Je laisse la parole à Tariq. Avec le micro. Alors, l'objectif de cette séquence, c'est de vous présenter les dernières recommandations en date relatives aux sauveteurs secouristes au travail. Donc, en fait, il y a eu quelques publications des organisations internationales et européennes et françaises en charge du secourisme et qui recommandent d'adapter provisoirement certains gestes de secours et conduites à tenir. L'essentiel de ces publications consiste à protéger le secouriste. Donc, en cas d'intervention, en cas de prodigation, enfin, quand le secouriste va va prendre en charge la victime, sa protection a été accrue. Et cela par le biais d'une mise à disposition d'un kit de protection pour le secouriste. Et donc, dans la diapo qui arrive, la victime qui est toujours consciente, là, le rôle du secouriste va consister à la prendre en charge, mais rentrer le moins possible en contact avec elle, c'est-à-dire qu'il va l'orienter pour se prendre en charge elle-même, il va lui expliquer ce qu'il faut faire. Et donc, cela concerne notamment les brûlures, les plaies avec saignement, les douleurs empêchant certains mouvements, c'est-à-dire les fractures, les malaises ou les détresses respiratoires, ainsi que les coups de chaleur. Donc, dans ces cas, le secouriste fait son maximum pour éviter le contact avec la victime, tant qu'elle est consciente. Et puis, pour le deuxième cas de figure qui va arriver, c'est-à-dire que la victime est inconsciente, mais elle respire. Donc, elle ne répond pas, elle ne bouge pas, mais elle respire. Donc, dans ce cas-là, le rôle du secouriste, c'est de la prendre en charge. Par contre, au niveau de l'examen, il doit se contenter de vérifier la respiration ou pas de la victime visuellement. C'est-à-dire qu'il va éviter de la toucher tout en regardant s'il y a un mouvement au niveau du thorax et de l'abdomen. Donc, s'il constate ces mouvements, ça veut dire que la personne ou la victime respire toujours, mais elle est inconsciente. Alors, dans ce cas, et uniquement dans ce cas, la PLS, la position latérale de sécurité, est provisoirement suspendue. On évite de mettre la victime en PLS tant qu'elle respire et maintenir la surveillance. Puis le deuxième cas de figure, c'est-à-dire que la victime ne répond pas et ne respire pas, donc elle est en arrêt cardio-respiratoire.
comment peut le secouriste ou comment le secouriste peut constater ce cas de figure ou cet arrêt cardiaque? Uniquement en visualisant toujours le mouvement ou les mouvements du thorax et de l'abdomen. Toucher éventuellement brièvement la main de la victime pour déterminer si elle est réellement inconsciente et en arrêt respiratoire. Et dans ce cas-là, le massage cardiaque évolue. Et c'est ce qu'on va voir dans la diapo qui arrive. Donc, la réanimation cardio-pulmonaire, ce qu'on appelle la RCP, a évolué légèrement. Dans quel sens? Donc, dans la diapo qui arrive, comme on m'a dit préalablement, l'objectif étant toujours de protéger le secouriste. Et on part toujours du postulat que la victime pourrait être concernée par le Covid-19. Et c'est pour cela que l'employeur doit mettre à disposition du sauveteur un kit de protection, ce qui est différent de la trousse de secours. Dans la trousse de secours, on va trouver des pansements, un ciseau, une paire de ciseaux, etc. Mais le kit de protection va concerner uniquement la protection du secouriste et qui va contenir des masques respiratoires ou des masques chirurgicaux, des gants, une blouse ou une surblouse, et tout cela va aider ou plutôt va concerner la protection du secouriste. Donc, le masque obligatoire, masque chirurgical, les gants sont obligatoires, bon ben évitez la cape quand même, et puis dès lors où le secouriste est protégé, il va prendre en charge la victime qui est en arrêt respiratoire. L'examen a été effectué visuellement, bien sûr, toujours. Donc, cela consiste à allonger la victime sur le dos, ne pas procéder à la bascule de la tête de la victime pour libérer les voies aériennes. Donc, il ne faut pas tenter de lui ouvrir la bouche non plus. Ne pas se pencher au-dessus de la face de la victime, c'est-à-dire qu'on va éviter de porter sa joue au niveau des voies respiratoires de la victime, parce qu'il y a toujours un risque de contamination. Appréciez toujours la respiration de la victime en regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent. Dès lors où vous avez constaté la ventilation ou l'absence de ventilation, donc là, on passe directement au geste technique, c'est-à-dire l'alerte. Donc l'alerte, ben, ça sera toujours le 15. Le 15, pourquoi? Parce qu'on va avoir au bout du fil un médecin urgentiste qui va nous orienter très précisément quand on va lui décrire la situation, et ne pas oublier de demander un défibrillateur à la personne que vous avez chargée d'aller appeler les secours. Alors, dès lors où vous avez alerté les secours, vous allez constater que la pertinence d'initier ou de mettre en œuvre une RCP, une réanimation cardio-pulmonaire, va vraiment dépendre de la réponse du médecin. Et c'est le rôle du médecin du 15. Pourquoi? Parce qu'il va il va essayer de trouver l'équilibre entre le bénéfice attendu pour la victime pour faire son massage cardiaque versus le risque accru pour le sauveteur. Et donc, c'est lui qui va vous donner réellement et définitivement les consignes pour faire un massage cardiaque sur la victime ou pas. Alors, techniquement, qu'est-ce qui change? Sur la diapo qui arrive, on va constater que les compressions thoraciques vont être maintenues, bien sûr, pour rappel, au nom de 30 compressions, sauf que là, vous n'allez pas vous arrêter pour faire ce qu'on appelle le bouche à bouche, c'est-à-dire les insufflations sont aussi provisoirement suspendues. Je ne dis pas, je fais attention aux mots que j'utilise, je ne dis pas supprimer, je dis suspendu. Donc, si possible, placer un tissu ou une serviette ou un masque chirurgical sur la bouche et le nez de la victime avant de procéder aux compressions thoraciques.
Donc, le bouche à bouche, quand même, va dépendre, ou plutôt pourrait éventuellement être maintenu dans deux situations qui seront laissées à l'appréciation du sauveteur. C'est soit que le sauveteur secouriste du travail vit sous le même toit que la victime, dans ce cas-là, le risque de contamination est déjà partagé, ou que la victime est un enfant ou un nourrisson. Donc, je précise bien que le bouche à bouche ou les insufflations sont provisoirement suspendues pour les adultes, mais maintenues pour les enfants et les nourrissons. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de contamination par aérosolisation du fait des variations de pression intrathoracique et une ventilation à minima due au massage cardiaque. La réalisation des insufflations est donc contre-indiquée. Pour la diapo qui arrive, le maintien, vous constatez plutôt, on constate que le maintien de l'utilisation du DAE, du défibrillateur, elle est toujours en vigueur. Donc, il faut se tenir au pied de la victime lors de l'administration du choc et suivre les instructions données par le service de secours alerté. Les recommandations, une recommandation, si possible, on est toujours dans la même préconisation, c'est-à-dire placer un tissu, une serviette ou un masque chirurgical sur les voies respiratoires de la victime. Pour quelle raison? C'est que si jamais la victime reprend sa respiration ou éventuellement peut avoir une réaction, elle peut rejeter un liquide biologique. Et s'il n'y a pas de protection, le secouriste risque d'être exposé. Alors là, c'est juste à titre d'information, je vous avais parlé au départ que c'était les instances internationales françaises et européennes qui avaient travaillé sur les dernières publications. Donc l'INRS s'est plutôt orienté vers les gestes techniques concernant les brûlures, les fractures, les plaies qui ne saignent pas et ont recommandé le fait qu'il fallait maintenir toujours une distance autant que possible avec la victime et l'orienter et lui montrer ce qu'elle doit faire pour se prendre en charge elle-même. Et on retrouve notamment l'ILCOR, c'est-à-dire le Comité international de liaison sur la réanimation. Et là, c'est un organisme qui est orienté plutôt pour la prise en charge de la réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire le massage cardiaque. Donc, et lui, il conseille de garder ou d'avoir un téléphone avec haut-parleur pour maintenir une relation avec les secours externes que vous aurez préalablement avertis ou alertés. Et il insiste sur le fait que l'utilisation d'un défibrillateur doit être assez rapide et puis il faut limiter au maximum les intervenants à la réalisation de la RCP. Pourquoi? Parce que ce qui est préconisé en temps normal, c'est qu'on peut s'alterner, c'est-à-dire que s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont formées au geste de premier secours, on peut s'alterner pour faire les insufflations, les compressions, ainsi de suite. Là, par contre, il faut limiter au maximum les intervenants sur la victime, c'est-à-dire il faut privilégier le fait d'être une seule personne à intervenir. Pour la diapo qui arrive, donc là, on est toujours dans les préconisations, c'est-à-dire qu'en cas de reprise d'activité cardiaque spontanée et la persistance de l'absence de conscience, il n'est pas souhaitable de pratiquer une position latérale de sécurité. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, tout cela afin de diminuer le risque de contamination pour le sauveteur. Donc, la PLS est momentanément suspendue en intervention réelle sur le terrain. Par contre, elle est maintenue dans l'enseignement, ou plutôt au cours de formation initiale ou en MAC, c'est-à-dire recyclage. Elle est toujours enseignée, mais pas pratiquée. Pour la diapo qui arrive, vous allez avoir une illustration de ce qu'il faut faire en massage cardiaque hors Covid-19 et ce qu'il faut éviter de faire dans un contexte de pandémie Covid-19. Bonjour. Alors, la séquence suivante a pour but de vous montrer les gestes techniques relatifs à un massage cardiaque en temps normal.
Donc, quand vous arrivez et que vous avez affaire à une victime, en principe, vous devez faire votre examen, à savoir toucher la victime, lui prendre les mains, les serrer, essayer de déterminer si la personne réagit ou pas, puis basculer la tête en arrière, ouvrir légèrement la bouche, tendre la joue au niveau des voies respiratoires de la victime pour déterminer s'il y a un souffle qui sort, tout en regardant le thorax et l'abdomen pour voir s'il y a un mouvement. Dès lors où vous constatez une absence de respiration et de mouvement, vous procédez au massage cardiaque. Avant cela, vous avez lancé votre alerte, vous avez demandé un défibrillateur et vous entamez vos compressions et vos insufflations. C'est-à-dire 30 compressions, 2 insufflations d'une manière fluide. Ça, c'est en temps normal. La séquence suivante aura pour but de vous faire voir les mêmes gestes techniques, mais cette fois-ci dans un contexte Covid-19. Alors, cette fois-ci, cette séquence a pour objectif de vous montrer les mêmes gestes techniques dans le cas d'une épidémie Covid-19. Donc, vous constatez d'ores et déjà que j'ai les protections qu'il faut, à savoir des gants, une blouse, un masque chirurgical, pour pouvoir intervenir sur une victime en arrêt respiratoire, tout en restant, ou plutôt tout en veillant à ma sécurité. Donc, il faut éviter au maximum de rentrer en contact direct avec la victime, à savoir que l'examen, cette fois-ci, vous allez vous contenter de visualiser si la victime a un mouvement au niveau du thorax et de l'abdomen, et éventuellement toucher la main de la victime et la secouer légèrement pour déterminer si elle respire ou pas. Dès lors où vous constatez que la personne est inconsciente et ne vous répond pas, vous commencez votre massage cardiaque. Cette fois-ci, vous allez faire les mêmes gestes techniques, à savoir 30 compressions, sauf que vous allez laisser de côté les insufflations, ce qu'on appelle le bouche à bouche. Donc vous continuez vos compressions thoraciques, ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire, tout en ayant bien sûr au préalable averti les secours. Le médecin que vous aurez en ligne vous donnera des instructions un peu plus précises. Vous continuez ainsi jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, cette deuxième partie qui a été, enfin, dont je vais vous parler concerne l'organisation des formations. Alors, l'adaptation des formations SST, initiales et MAC, ce qu'on appelait anciennement recyclage, est aussi orientée vers la prévention du risque de transmission du Covid-19. Donc, l'organisation des sessions de formation devra répondre aux recommandations suivantes, c'est-à-dire le respect du protocole national de déconfinement, le document reprise de l'accueil en formation, l'aide ou plutôt aide à la décision, ainsi que le guide des pratiques sanitaires pour le secteur de la formation professionnelle. L'objectif étant toujours de former les sauveteurs secouristes au travail ou du travail au risque de transmission du Covid. C'est-à-dire que la formation doit répondre aux recommandations de la conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion qui préconise de mobiliser un sauveteur secouriste du travail formé au risque Covid. Et cela à travers le chapitre 4 du protocole national de déconfinement. Le module doit contenir à minima les thèmes suivants, c'est-à-dire les mesures barrières au travail, le lavage des mains à l'eau ou savon ou friction par le gel hydroalcoolique, comment porter correctement un masque et le retirer, comment mettre des gants et les retirer, conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion du Covid-19, l'adaptation des gestes de secours et des conduites à tenir pour prévenir justement ce risque,
et les risques de transmission lors d'une intervention. Donc, vous constatez que les recommandations de l'INRS portent aussi sur le côté organisationnel des formations. Mais cela va concerner plus les centres de formation dont vous pouvez retrouver les coordonnées sur le site de l'INRS. Alors, pour la diapo qui va suivre, en guise de conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut avoir le moins de contacts possible. Et puis la deuxième chose, c'est le massage cardiaque qui a évolué, c'est-à-dire on suspend provisoirement les insufflations, le bouche à bouche, et en dernier, l'organisation des formations qui doit contenir au maximum des thèmes qui sont en lien direct avec la sensibilisation sur les risques liés au Covid-19. Me revoilà pour les questions que vous nous avez fait parvenir. Alors, ça, on y a répondu. Est-ce qu'on doit obligatoirement porter des gants lors du massage cardiaque? Oui, gants et masques sont obligatoires dorénavant pendant la période de Covid. Concernant la PLS, est-ce qu'on peut la faire? Non, alors on ne peut pas la faire lorsqu'on intervient sur une vraie victime. Par contre, elle est toujours enseignée lors des formations initiales et des maintiens. Voilà, mais sinon, non, on ne peut pas la faire sur une victime qui est inconsciente et qui respire. Vous regardez seulement le thorax et l'abdomen pour voir si tout est régulier, si elle continue à respirer. Voilà. Où se renseigner pour faire une mise à niveau? Tarek vient de nous le dire aussi. Sur le site de l'INRS, vous avez tous les organismes qui sont habilités à faire les formations initiales et les maintiens. Et voilà, une vraie intervention en période de Covid, uniquement de façon générale. Non, c'est pendant la période de Covid, tous les changements sont provisoires pendant la période de Covid. Et il y a une autre question qui concerne les victimes. C'est pas si on soupçonne que la victime est le Covid-19 ou pas. C'est la période Covid-19. On part du principe qu'on pense que la victime est porteuse, donc vous devez absolument vous mettre en sécurité, vous protéger, voilà, même si on n'est pas sûr que la victime soit porteuse. Et voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Voilà, on est tous. Non, c'est bon pour moi. Il n'y a pas d'autres questions. Je redonne la parole à Céline. Merci à tous les trois. Juste avant de terminer ce webinaire, juste vous rappeler que nous sommes à votre disposition et à vos côtés. Alors sur des missions que vous connaissez parfaitement de notre part et des services en termes de suivi individuel et adapté de l'état de santé, donc le suivi médical, qui dans la période traite aussi particulièrement des personnes en situation de fragilité. Nous avons aussi la possibilité, dans cette période exceptionnelle, de prescrire des arrêts de travail dans un cadre donc dérogatoire. Nous n'avons pas la possibilité de prescrire des tests de dépistage. Le sujet a été évoqué par le gouvernement au tout début du mois d'avril, mais les textes ne sont toujours pas parus. Donc, nous ne pouvons pas prescrire de dépistage. Nous continuons à vous accompagner dans l'aide à l'évaluation des risques professionnels, que ce soit au travers de la réalisation de la fiche d'entreprise ou encore de l'accompagnement à la formalisation de votre évaluation des risques au sein du document unique, ou plus encore au travers de la définition de votre plan d'action pour avoir des mesures qui sont réellement adaptées à votre activité, avec notre connaissance aussi de l'état de santé de vos salariés. Et puis, comme aujourd'hui, nous vous informons, nous pouvons amener des apports en matière de sensibilisation ou de conseils au travers de nos dépliants, de nos guides, de nos webinaires ou de nos ateliers.
Et comme je l'évoquais aussi avec vous, la question des personnes peut-être un peu plus en difficulté de santé, nous les accompagnons au travers de nos actions en matière de suivi de la santé ou nos accompagnements aussi psychosociaux. N'hésitez pas donc à prendre contact avec votre service de santé au travail. Vous retrouverez dans cette présentation donc, qui sera disponible à l'issue du webinaire sur le site de la Fédération, vous retrouverez les liens vers chacun des services de santé au travail organisateurs de ce webinaire. Vous retrouverez aussi le lien pour accéder à l'ensemble de nos replays et supports, dont celui-ci, sur le site de la Fédération. Donc, nous avons environ une dizaine de webinaires dédiés à la période Covid. Vous retrouverez aussi les liens dans ce support, en particulier ceux évoqués par Tariq, le lien de l'ICOR pour accéder aux informations et le lien de l'INRS et plus particulièrement du dossier secourisme évoqué par Tariq. Et s'il n'y a pas de questions, je vous propose de conclure en remerciant sincèrement nos 3 conférenciers pour la qualité de leur présentation et leur disponibilité pour la préparation de cette conférence. Merci beaucoup à tous les 3, Josiane, Stéphanie et Tariq. Et je vous remercie, vous, en tant que participants, d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Et nous espérons que cette conférence vous a été utile. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui sera accessible avec le support de ce webinaire et le replay sur le lien que vous recevrez chacun en tant que participant ou sur le site de la Fédération. Merci à toi, Céline. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Très bonne journée à tous.